Le PSG, c'est au Parc des Princes et pas ailleurs. Aujourd'hui, on entend beaucoup de choses sur la possible délocalisation du Parc des Princes. On a bien compris que c'était une guerre entre la mairie de Paris et les dirigeants du PSG. Donc on va retracer ensemble les événements importants qui font aussi l'histoire du Parc des Princes. Et on va aussi s'intéresser donc aux futurs candidats à la mairie de Paris qui sont favorables au rachat du Parc des Princes par les dirigeants parisiens, ce qui nous éviterait évidemment d'avoir à nous délocaliser dans une ville, premièrement qu'on ne connaît pas, et qui de toute façon sera géographiquement parlant pas pratique du tout, ni pour les supporters, ni pour les médias. On pourra même aborder rapidement l'impact écologique que ça peut avoir. On a déjà bien sûr tous vu les différentes maquettes du futur projet du stade du PSG en dehors de Paris. Évidemment, ça a l'air joli comme ça, il n'y a pas de souci, surtout sur le papier. Maintenant, entre le réaliser, l'attente que ça va générer et aussi l'impact sûrement négatif que ça va avoir auprès des supporters historiques, je pense qu'il y a quand même pas mal d'éléments qui permettent de penser qu'une délocalisation, ça serait quand même un très mauvais choix. Je vous fais un rapide récap des événements marquants qui ont eu lieu au Parc des Princes, que ce soit des présentations de titres ou de trophées, des présentations de nouveaux joueurs, des cérémonies d'adieu. On a aussi en tête beaucoup d'images de matchs épiques qui ont eu lieu au Parc des Princes et auxquels on sera attaché toute notre vie. Je vais d'ailleurs commencer par 1974 parce que c'est l'année officielle où le Parc des Princes devient le stade du PSG, après de longues années de travaux, comme on peut le voir sur les photos. Notre premier titre, c'est une Coupe de France en 1982. Ensuite, on a été champion de France en 1986. Dans les matchs marquants aussi au Parc des Princes, on a eu le PSG Bucarest en 1992, en Coupe d'Europe. En 1993, donc on a le fameux PSG Real Madrid, match retour après avoir perdu 3-1 à Madrid. On gagne 4-1 à Paris, avec le fameux but de la tête de Camboiré dont on se souvient tous, qui lui a d'ailleurs valu le surnom de Casque d'Or. Toujours dans les matchs fondateurs, on a aussi en Coupe d'Europe le PSG Bayern de 95, match qu'on a gagné 3-1. Ensuite, on va passer au début des années 2000. Début des années 2000, moi, il y a un match qui me vient tout de suite en tête quand on pense au Parc des Princes. C'est évidemment le succès 3-0 du PSG contre Marseille. En 2002-2003, gagné 3-0 par les Parisiens. On avait vraiment assisté à une démonstration et surtout, on avait tous des étoiles dans les yeux quand on a vu la prestation de Ronaldinho. C'était exceptionnel. Et aussi par rapport à la danse de Luis Fernandez sur le banc de touche. Ensuite, on se souvient bien sûr du retour de Fiorez et DU au Parc des Princes en 2004. J'y étais, j'étais dans les tribunes. Je me rappelle, déjà j'ai perdu ma voix pendant quasiment une semaine. Je me souviens tellement des corners que Fiorez n'arrivait pas à tirer. Je me souviens tellement de la pression que les supporters parisiens en avaient mis au niveau du bruit. C'était incroyable. Vraiment, il y avait une ambiance délétère dans les tribunes, mais positive. Je me souviens à quel point le Parc des Princes était en fusion ce jour-là. Dans les moments aussi très marquants de 2004, je me souviens donc d'un match particulièrement en Ligue des Champions. Pourquoi? Tout simplement grâce à un but de Charles-Édouard Corridon, que je vous conseille d'ailleurs d'aller voir si jamais vous l'avez jamais vu, il est incroyable. C'est un but en coup du scorpion. J'étais au stade aussi, et quand tu vois ce but en live, franchement, t'en reviens même pas, quoi. Tu sais même pas comment le mec il a fait. En plus, c'était contre un très bon Porto de l'époque, et c'était en Ligue des Champions. Et en Ligue des Champions, on avait beaucoup de mal, Je me rappelle que dans la même campagne cette année, on s'était fait taper, je crois, 3-0 par Chelsea. Drogba qui revient au Parc des Princes, d'ailleurs. Et on se fait aussi battre par le CSKA Moscou, et ce qui fait qu'en plus, on achète un joueur qui s'appelle Semak, qu'on n'aurait jamais dû acheter, enfin bref. Mais du coup, ce geste de Charles-Édouard Corridon, pépite. Je pense qu'encore aujourd'hui, lui-même, il sait pas comment il a rentré ce but. Ensuite, on va passer dans les années 2010. Dans ces années-là, honnêtement, on avait du mal. On avait du mal, on se débrouillait toujours bien en Coupe de France, Coupe de la Ligue, etc. Par contre, le championnat, c'est vrai que c'était assez compliqué. Par contre, j'ai des souvenirs de joueurs, mais tellement iconiques au PSG dans ces années-là. Je vais vous les citer comme ça pêle-mêle. On a eu du Néné, on a eu du O'Haro. Il faut savoir que ces joueurs-là, c'était peut-être pas des top mondiaux, mais franchement, ils ont rendu des gros services. Et en plus, ils étaient super attachés au club. On les voit d'ailleurs toujours dans les travées du Parc des Princes les soirs de grands matchs. Ensuite arrive l'époque du Qatar, bien sûr, donc le club est racheté. Mais dès le début, ils nous ont régalé. On a commencé à voir arriver des joueurs de talent, comme par exemple Blaise Matuidi, Jérémy Ménez, Javier Pastore, il y en a vraiment eu beaucoup comme ça. Et évidemment, il y a beaucoup de joueurs qui ont participé à cette progression du club. Je me rappelle d'ailleurs au Parc, toujours, en 2014, une victoire contre le FC Barcelone 3-2 de Paris. Et je me rappelle que Verratti avait marqué un but de la tête sur corner. Ces matchs-là, je trouve qu'ils correspondent vraiment à un basculement pour le club. C'est à ce moment-là où on s'est rendu compte que déjà on jouait plus dans la même cour, qu'on rivalisait déjà avec pas mal de grandes équipes, et ça a sûrement nourri nos ambitions. Ensuite, on a évidemment en 2015 le PSG Barcelone au match aller, évidemment. On sait tous comment s'est passé le retour, je vais pas revenir dessus, mais en tout cas, le 4-0 au Parc des Princes à vivre, c'était vraiment incroyable. Et ensuite, à mes yeux, dans les matchs vraiment iconiques, il y a ce match légendaire PSG Dortmund en Ligue des Champions. Le PSG avait perdu 2-1 au match aller, et on gagne 2-0 au match retour, avec un but de Neymar, on s'en souvient. Et je sais pas si vous vous souvenez, en fait, c'était en plein Covid. On est confiné 4 jours après, donc il y avait déjà des mesures, donc les stades étaient déjà vides. Et c'était la première fois en fait que des joueurs de foot jouaient dans un stade vide. Donc on s'est rendu compte de l'écho, mais je sais pas si vous vous souvenez de la célébration une fois qu'on a gagné. Les joueurs ils sont partis dans les travées du Parc des Princes et se sont mis debout sur les balcons à célébrer avec les supporters alors qu'il y avait le couvre-feu et que normalement tout le monde aurait dû être chez soi.
Bon, c'est pas très bien évidemment parce qu'on n'a pas respecté le couvre-feu, mais je sais pas si vous vous souvenez de ces images. Enfin, on pourra jamais faire un moment plus iconique. Di Maria qui célèbre torse nu face aux supporters avec les fumigènes en dessous, enfin, dans la joie. Ce qui était très beau à voir, c'est qu'il y avait une communion parfaite entre les supporters et les joueurs. Et sinon, bien entendu, il y a aussi tous les souvenirs qu'on garde en tête de la saison dernière en Ligue des Champions. Il y a eu tellement de matchs références. Je pense au PSG Manchester City, PSG Arsenal, PSG Aston Villa. Enfin, vraiment, on a des souvenirs plein la tête. On garde aussi en tête toutes les présentations magnifiques de joueurs, hein, que ce soit Neymar ou autre. Et je me souviens aussi de toutes les cérémonies d'adieu, hein, qu'on a réservées à nos grands joueurs. C'était un peu notre problème, hein, pendant des années. Il y a quand même des souvenirs marquants. Les adieux de Rai au Parc des Princes, les adieux de Paoletta. Je pense aussi aux adieux de Matuidi, Thiago Silva, Thiago Motta, Javier Pastore, de Sacco. Enfin bref, que des mecs qui ont marqué l'histoire du club. Maintenant, j'aborde très rapidement l'impact financier que pourrait avoir la délocalisation du stade dans une autre ville, avec évidemment un projet d'agrandissement. Actuellement, le Parc des Princes, il fait 48 000 places. Si on construisait un nouveau stade, on partirait sûrement sur une capacité comprise entre 70 et 90 000 places. Ce qui évidemment déjà doublerait le revenu billetterie. Mais je mets un bémol quand même, c'est que tous les nouveaux stades qui sont construits, en général, ça crée une augmentation du prix des places. Donc ça ne veut pas dire que parce qu'il y aura potentiellement 40 000 places de plus, qu'elles seront plus accessibles. Elles seront même sûrement plus chères que ce qu'elles sont déjà actuellement au Parc des Princes, alors que c'est déjà très cher. Donc si on change de stade avec l'investissement que ça demande, j'ai peur que le prix moyen des places bascule tout de suite à plus de 100 euros, peut-être à 120. Et il faut bien comprendre quelque chose, c'est qu'en général, quand les clubs font ça, c'est aussi beaucoup pour développer la partie VIP, loge, événementiel, etc. Donc sur ces 40 000 places supplémentaires, il y en aura sûrement une bonne partie qui de toute façon ne seront pas accessibles, parce que ce seront sûrement des places premium, VIP ou loge. Donc ça sera de toute façon inaccessible. Et je le répète, hein, mais tous les clubs font comme ça, même les moins capitalistes, parce que c'est le moyen le plus simple en fait d'augmenter ses marges malheureusement. Actuellement, grâce aux revenus billetterie uniquement, le PSG gagne environ 170 millions d'euros par an. Et donc, si on se délocalisait dans un nouveau stade, le club pourrait espérer des revenus billetterie compris entre 230 millions et 270 millions. Donc, c'est vrai que ça fait quand même une grosse plus-value à l'année, parce que ça pourrait faire une plus-value de 100 millions d'euros. À construire un nouveau stade, ça coûterait au club une somme estimée à peu près à 1 milliard d'euros. Donc ça, c'est pour l'aspect économique, qui évidemment n'est pas à négliger. Mais selon moi, ça ne devrait pas être la motivation principale de cette délocalisation. Donc pour finir, quels sont les espoirs du PSG pour espérer rester au Parc des Princes? C'est très simple, il n'y en a qu'un seul, c'est la mairie de Paris. On sait, hein, c'est vraiment les mauvais rapports entre la maire actuelle de Paris et les dirigeants parisiens qui font que ça bloque. Maintenant, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que la maire actuelle ne se représente pas, et donc ça laisse quand même le champ libre au prochain candidat. Maintenant, quand on s'intéresse d'un peu plus près aux différents candidats qui se présentent, en vrai, il n'y en a que deux qui se positionnent favorablement au fait de rester au Parc des Princes. Je vais vous les citer tout de suite. Le premier, c'est Emmanuel Grégoire, donc Parti Socialiste, qui est d'ailleurs soutenu dans sa campagne à la mairie de Paris par Lionel Jospin. Ce que j'aime avec lui, c'est qu'il a toujours eu un avis très tranché. Ça veut dire qu'en fait, pour lui, le PSG, c'est au Parc des Princes et nulle part ailleurs. Il n'a d'ailleurs pas hésité à le dire dans différents médias. Et l'autre candidate qui serait favorable à la vente du Parc des Princes aux dirigeants parisiens, et ça fait déjà des années qu'elle le scande, c'est évidemment Rachida Dati, qui, elle, est chez les Républicains. La bonne nouvelle, c'est quand même que ces deux candidats-là sont assez hauts dans les estimations. Maintenant, c'est quand même triste. On se rend d'ailleurs compte qu'en fait, ce sujet du Parc des Princes, ça devient un vrai argument de campagne. Mais c'est vrai qu'à l'exception de ces deux candidats-là, aucun autre ne s'est positionné par rapport à ce sujet. Je vais quand même faire un dernier point, mais c'est sur l'écologie, parce que lancer un chantier pareil, donc une construction totale d'un stade dans une autre ville, qui a déjà pas forcément la capacité d'accueil. Ça veut dire qu'il va falloir aussi changer les affrètements, les transports publics, certaines voies, certaines lignes, etc. Plus devoir construire un stade de A à Z, ça n'a pas le même impact écologique que de devoir rénover ou simplement agrandir un stade. Et c'est ça, moi, que je trouve qui est hyper important. Parce qu'on les connaît. Ils vont vouloir nous vendre une écologie vertueuse, avec sûrement un stade qui consomme moins énergétiquement. Enfin, il y aura plein de choses qui vont être mises en place. Très bien. Maintenant, il faut toujours le mettre en comparaison avec la pollution et le gâchis d'énergie qui vont clairement être créés par cette construction. Et puis si jamais on changeait de stade, que va devenir tout simplement le Parc des Princes? En termes d'entretien, c'est un coût colossal, et je vois mal la mairie de Paris louer le stade chaque semaine, comme le fait actuellement le PSG, pour des événements type des concerts, des trucs, des machins. C'est clairement impossible. Donc si jamais on change de stade, j'ai peur que d'ici aller en 15 ou 20 ans, ce soit juste un stade qui soit laissé à l'abandon, potentiellement même détruit. Et ça, franchement, pour le patrimoine historique, ça serait très très dur. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.